Bonjour à tous, c'est Bertrand des Crêpes Magiques. Aujourd'hui, je suis en Bretagne, à côté de Vannes, à la minoterie Caux-Rouge. Et tenez-vous bien, nous allons interviewer un meunier qui va vous donner ses meilleurs conseils pour réussir vos galettes de sarrasin. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les galettes de sarrasin. Et pour réussir ces galettes, il y a deux manières de faire. On a le travail du crêpier, ça on le connaît, c'est notre boulot. Et puis on a aussi le travail du meunier. Et il importe au crêpier d'acheter la bonne farine. Aujourd'hui, je suis avec Lionel. Bonjour. De la minoterie Caux-Rouge en Bretagne. Aujourd'hui, on est chez vous, on est à côté de Vannes. Et je vais vous poser une question qui pour nous est essentielle. C'est quels sont les conseils d'un meunier pour réussir ces galettes de sarrasin? On va faire ça un peu sous le format de questions-réponses, d'accord? Ouais. Donc je vais vous poser 2-3 questions et puis eh bien, je suis extrêmement curieux et excité à l'idée des réponses. La première question que je voulais vous poser portait sur le repos du sarrasin. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Première question, de votre point de vue, combien de temps faut-il laisser reposer la farine de sarrasin, donc le pâton, pour avoir de belles galettes? Déjà, il faut une bonne farine à la base. Alors la bonne farine, on vous fait confiance, elle est là, Caux-Rouge. C'est un point crucial. Ça, c'est le rôle du meunier. D'accord. Ensuite, moi, j'ai pas la science exacte là-dessus. Tout dépend de la texture de la galette que l'on souhaite avoir. Si on part d'une texture rennaise. Alors moi, idéalement, une texture alvéolée. Alvéolée. Ouais, un peu comme brune, à Rennes. Un peu brune, un peu comme à Rennes. Je peux pas me fâcher avec les autres. Non, je veux pas me fâcher avec la basse Bretagne, mais j'aimerais bien que ça soit un peu comme à Rennes. Voilà. Là, avec les alvéoles, un peu crasse, voilà, la galette qui plaît, quoi. La galette. La galette. La galette saucisse, quoi. C'est ça. C'est ça. Globalement, donc l'incidence de la farine joue sur la prise de couleur. Ok. Donc nous, on a globalement des farines qui prennent relativement vite de la couleur. D'accord. Après le pâton et la mise en œuvre. Schématiquement, un pâton 2-3 heures au frigo donnera de très bons résultats. D'accord, donc c'est un minimum de 3 heures. Ça engage que moi. Bon. Et derrière, on réactive la pâte, on la réhydrate à bonne viscosité. D'accord. Parce que la viscosité a une incidence sur la texture de la galette. Alors attends, et ça c'est super important. La viscosité a une incidence sur la texture de la galette. C'est-à-dire que si la viscosité est bonne, on va arriver à travailler le sarrasin dans de bonnes conditions. La cuisson, l'étalement va se faire dans de super bonnes conditions. Ok, donc ça c'est important. Si on a un point d'hydratation qui est lié à la farine, c'est pas une recette qu'il faut suivre à la lettre. Si on a une hydratation trop haute, on a du mal à cuire de l'eau. Schématiquement, ça va buller, ça va. D'accord. Donc c'est très, très dur à étaler, il me semble. Et si on est sous-hydraté, donc pas assez d'eau par rapport à une viscosité, on va avoir un produit qui va se dessécher avec une structure hyper serrée, quoi. D'accord. Et tendance à être épais, quoi. Donc là on parle. Chacun de trouver son équilibre, mais dans l'idéal, pour reproduire le produit d'une façon régulière, il faut presque le mesurer. Suivant les lots de farine, suivant les fournisseurs, il faut mesurer. D'accord, alors après, dans la vraie vie du crêpier, on va pas envoyer notre pâton dans un laboratoire pour connaître la viscosité. Mais vous avez l'expertise, rien qu'à la louche, vous avez l'expertise de votre produit. Vous savez très bien s'il va être plus liquide ou trop épais. Vous allez pouvoir adapter l'hydratation, mais il faut surtout pas que ça soit figé. C'est pas une recette. D'accord. Ça doit vivre avec le produit qui est là. Donc on a deux paramètres. On a l'hydratation et la durée de repos de la pâte. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe durant le repos au réfrigérateur? Là, vous avez une liaison qui doit se faire avec l'amidon, une réaction qui est donc une réaction d'amidon qui va commencer à boire un peu d'eau, j'imagine. C'est ça. Ça va s'homogénéiser au niveau de la prise d'eau. D'accord. Vous allez avoir les arômes aussi qui vont se développer, pas dans l'excès non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut. Donc les arômes qui se développent. Les arômes qui se développent. C'est important. Et il y a l'empois, non? Alors l'empois, si on est trop long, peut se dégrader.
Alors ça c'est important. Là on parle d'un sujet, c'est qu'il ne faut pas laisser reposer trop longtemps. De toute façon on le voit bien sur des pâtes qui sont, alors pas sous forme de pâton, mais sur des pâtes qui sont, on va dire, en phase de prêt à l'emploi. D'accord, donc le pâton qui a été dilué. Le pâton qui est dilué, vous voyez bien, vous laissez dans une éprouvette votre pâton, vous allez bien voir, vous avez des très bonnes farines quelque part, vous n'allez pas avoir de sédimentation, l'eau va pas remonter ou le produit va pas déphaser. Donc moins il y a de déphasage, quelque part meilleur est le produit. Ok, alors ça c'est encore un autre sujet, mais qui est excessivement intéressant. Donc vous êtes en train de nous dire que lorsque on a son pâton, on l'a dilué, prête à l'utilisation, on va dire que la bonne pâte, c'est celle qui sédimente pas trop, c'est ça? Pas trop, ouais. Sédimenter, c'est quand on a la farine qui tombe au fond et l'eau du poule et l'eau qui remonte. Séparation de l'eau et la... Donc l'un des indices pour repérer que la pâte est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mélanger trop souvent entre des cuissons. D'accord. Donc ça c'est lié à la valeur intrinsèque du grain. Le travail du meunier, donc nous on privilégie plutôt les farines fines pour justement avoir une hydratation constante et pas avoir de la sédimentation physique. C'est-à-dire que si on a des grosses particules grossières sur une farine, mécaniquement vous allez avoir une sédimentation qui va se faire. Le lourd va descendre au fond, le léger va plutôt flotter. La prise d'eau est moindre également. Donc pour tous ces aspects-là, on a une signature, j'appelle ça une signature chez nous, relativement fine, très homogène, de telle façon qu'on ait une absorption d'eau rapide et que ça ne soit pas un frein au déphasage du produit. D'accord. J'ai une question vraiment qui est toute simple. La météo joue-t-elle un rôle par rapport à la fermentation et au repos d'une manière plus générale du pâton? C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit, on dit la météo, pourquoi pas la lune, je sais pas, j'ai pas d'avis. Est-ce que ça joue? Probablement, mais il y a sûrement des critères, des facteurs beaucoup plus importants à mesurer que de vérifier la météo tous les matins avant de faire. D'accord, donc pour vous c'est plutôt c'est la viscosité et c'est l'hydratation, c'est ça? La qualité de la graine, donc du travail du sourcing, de l'agriculteur et du séchage, qui sont primordiaux à mon avis sur le qualitatif. D'accord. Qui prime, on va dire, sur le météo. Après je pense que c'est plus sympa de faire les galettes quand il fait beau que d'avoir une météo pluvieuse, quoi. Mais voilà où je placerai la météo. Alors question supplémentaire. Très perso, hein. On dit toujours qu'il y a autant de manières de faire de galettes que de clochers en Bretagne, donc je comprends très bien Lionel que ça n'engage que vous. J'ai une question à vous poser c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. Sur le repos du sarrasin au réfrigérateur, faut-il avoir un pâton qui est plutôt dilué ou plutôt moins dilué? Je ne suis pas un expert du process. Non, mais de votre point de vue, de votre connaissance de la farine. Point de vue, un pâton, je dirais moitié farine, moitié eau, c'est un excellent support de départ. Donc 1 litre 1 kg. 1 litre 1 kg. C'est ça le bon pâton. 2% de sel, on met un peu de sel dans la recette, je mets un peu de sel quand même. Et puis derrière, on réadapte la sortie du pâton, on réadapte la quantité d'eau justement par rapport à la bonne visco souhaitée. D'accord, donc ce qu'on retient c'est qu'il ne faut pas dépasser le litre pour préparer le pâton. C'est une bonne base de travail. C'est une bonne base de travail. Donc. Justement là vous venez de parler du sel, on a un certain nombre de mises en œuvre qui existent dans nos métiers, certains vont rajouter du sel, d'autres vont mettre de l'œuf, et il y en a qui mettent de l'huile, il y en a qui vont mettre du lait, il y en a qui vont mettre pourquoi pas du miel. Qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que meunier? Après, il y a autant de crépiers, c'est la richesse aussi des recettes, tout simplement. Alors ça peut influencer le goût, mais d'une manière presque chimique. Je crois que le sel, ça joue un rôle, non, quand même. Pour moi, une galette sans sel, déjà c'est insipide en termes gustatifs, et puis le sel, c'est un vecteur aussi de conservation du produit. D'accord. Tout simplement. Donc conservation, est-ce que c'est exhausteur de goût? Un exhausteur de goût. Et par rapport à la rétention d'eau, est-ce que ça joue un rôle ou pas? Là, j'ai pas ça. Non, vous n'avez pas d'idée précise? J'ai pas d'idée, mais je pense que ça peut avoir un rôle sur la texture du produit. Si je mets de l'œuf, qu'est-ce que ça apporte dans mon pâton? Du liant. D'accord. Ça facilite aussi la cohésion de la pâte. Ok, donc l'œuf peut faciliter l'étalement. Oui, c'est même préconisé en pré-pré, ça donne aussi une texture qui est améliorée. D'accord. Et pour ce qui est du lait et du miel,
Parce qu'on a... C'est très bien aussi, ça permet aussi sur des pâtons qui prennent pas trop couleur, ça permet d'amener un peu de réaction de Maillard, donc une prise de couleur qui est plus là. Donc si on veut accélérer un petit peu la prise de couleur, je préconise de diluer un peu dans le liquide, de substituer l'eau avec du lait. Ça fonctionne très bien et ça permet d'aller plus vite en termes de texture, de couleur de produit, quoi. Voilà, donc des informations de qualité à la source. Donc c'est important parce que nous, il y a des choses qu'on constate en tant que crêpier et c'est bien aussi de pouvoir le vérifier. Nous, on a plutôt la pratique, vous avez plutôt la théorie. Donc aujourd'hui, on rapproche la théorie de la pratique. J'avais aussi une question sur la conservation de la farine. Moi, quand je vois ce paquet, souvent, enfin ça dépend, mais généralement, on indique qu'il faut avoir une température de conservation inférieure à 20 degrés. Il se passe quoi à 21 degrés J'aimerais comprendre. Après, c'est la réglementation qui nous impose aussi d'afficher ce genre de support. D'accord. Nous, techniquement, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous faisons du bio, donc il n'y a plus, et tant mieux, on n'a plus de produits chimiques magiques pour tuer les insectes, des choses comme ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des process qui sont, on a des insectiseurs mécaniquement, on tue les insectes, on a des plans de nettoyage qui sont draconiens. D'accord. Mais les petites mites, ils aiment bien le support qui est la farine de sarrasin. Donc l'idéal, si on veut conserver le produit en toute sérénité, c'est de le mettre au congélateur. Parce qu'en dessous de 10 degrés, les insectes, s'il reste un œuf... Attendez, là, il y a de l'information exclusive. Donc, vous nous conseillez de garder la farine l'idéal, au congélateur? L'idéal, c'est de la mettre au congèle. Si on veut vraiment sécuriser 6 mois, voire un an, c'est de... Techniquement, moi je fais perso, je mets 5-6 jours au congèle et après on est tranquille, on est sûr qu'il n'y aura pas de développement d'insectes derrière, quoi. D'accord, donc là c'est vraiment c'est une petite technique, une astuce. C'est-à-dire que si on veut être certain de pouvoir garder sa farine, on va dire. Quelle est d'ailleurs c'est quoi, c'est une DDM? On est sur 6 mois. C'est 6 mois. 6 mois, mais globalement ça peut être consommé au-delà. Ok, bien sûr. Il y a une petite incidence avec les lipides, il y a un petit peu un phénomène de rancissement. D'accord. Mais globalement, c'est pas inutilisable, loin de là. Ce qui est souvent bloquant, c'est un peu un développement d'insectes. Parce que, je vous dis, ils sont friands et puis on a des procédés qui tuent pas tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques larves résiduelles dans la farine. Un œuf résiduel dans la farine, ça passe à travers le tamis de farine tout simplement. Même mécaniquement, il peut survivre et puis 1 mois, 2 mois après, dans de bonnes conditions. Donc au-delà de 20, au-delà de 10, il peut se développer, quoi. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc le conseil de Lionel, si vous voulez utiliser votre farine éventuellement plus longtemps que durant 6 mois, en toute sécurité, sans avoir de crainte d'avoir de larves, vous la mettez 6 jours au frigo, au congélateur. Et après vous la remettez à température ambiante, elle ne bougera plus. Écoutez, je pense que là vraiment on a beaucoup d'informations de premier ordre. Merci beaucoup Lionel d'avoir partagé avec nous vos conseils et vos astuces de meunier pour réussir ces galettes de sarrasin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers magique et fantastique des crêpes et des galettes. À bientôt, salut! Au revoir!